En 1973, dans un Bronx ravagé par la pauvreté, un tout jeune DJ venu de Jamaïque organise une fête de quartier qui va changer l'histoire de la musique à jamais. De sa naissance au Bronx dans les années 70 à son milliard de fans dans le monde aujourd'hui, on va découvrir dans la vidéo du jour comment le hip-hop est devenu le genre musical le plus écouté. Jingle. Pause. Parce qu'il est important de préciser une chose, il y a des événements, des personnes, des groupes que je ne vais pas citer dans cette vidéo. Sinon, ça ferait 2 heures et j'ai pas encore ni les fonds, ni le temps pour ça. Maintenant, on peut reprendre le jingle. Tout a commencé ici. Le Bronx est un quartier new-yorkais où vivent principalement des Noirs américains et portoricains immigrés des Caraïbes centrales ou chassés de Manhattan. Le quartier a connu un gros déclin à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après le choc pétrolier de 1973, le Bronx a fait face à l'explosion du chômage. Les services publics ont plié bagages en laissant les habitants dans la misère la plus totale. En plus de ça, les gangs étaient de plus en plus présents et violents. Entre règlements de compte, trafic de drogue, misère sociale et pauvreté, les habitants du Bronx essayent tant bien que mal de vivre dans ces conditions horribles. Et pour rendre le quotidien plus facile à supporter, les jeunes organisent des block parties, fêtes de quartier, où ils se retrouvent pour faire la fête et écouter de la musique. C'est durant une de ces fêtes, au 1520 Sedgwick Avenue à Morris Heights, que le hip-hop est né. Cette fête historique, c'est Clive Campbell et qui est DJ Kool Herc qui l'organise pour récolter de l'argent pour la retraite de sa sœur Cindy. Clive Campbell, alors adolescent, avait déjà assemblé une grosse sono avec les chansons de James Brown and the Incredible Bongo Band. Durant cette fameuse soirée, DJ Kool Herc va éblouir tout le monde avec sa technique merry-go-round. En gros, il fait des breaks en jouant un morceau sur 2 platines en même temps, puis refait, s'interrompt avant de reprendre. DJ Kool Herc va devenir de plus en plus populaire et beaucoup vont assister à cette soirée. Clive Campbell était énormément imprégné de la culture des musiciens jamaïcains, là où il a passé son enfance. Ces fêtes de quartier sont désormais en vogue. Elles rassemblent de plus en plus de personnes et donc de plus en plus d'amateurs de musique vont y participer. Il y aura des DJ qui mixent la musique électronique comme l'a fait DJ Kool Herc, mais aussi des gens qui inventent des pas de danse, donc pour créer le breakdance. On y écoute pendant ces block parties des MCs, Master of Ceremonies, maîtres de cérémonie en français, qui récitent des paroles au rythme de la musique et lancent des freestyles. Coq La Rock sera l'un des premiers à le faire pour les soirées de DJ Kool Herc. Il faut que vous sachiez que le hip-hop ce n'est pas que de la musique, c'est un art qui englobe 4 piliers fondateurs. Le rap, MCing, le breakdance, le graffiti et le DJing. C'est ces 4 piliers qui faisaient la réputation de ces fêtes de quartier. Genre quand on trouvait un pilier, on trouvait forcément les autres. Les MC vont utiliser leur micro pour dénoncer la violence, leur mal-être, la misère de leur vie. Les choses vont prendre encore un autre tournant quand en 1975, un autre père fondateur du hip-hop, DJ Afrika Bambaataa, crée la Zulu Nation après le décès de son cousin lors d'une fusillade entre Black Spades, le gang dont faisait partie Afrika Bambaataa, et un autre gang rival, il quitte Black Spades et fonde Zulu Nation. Afrika Bambaataa a choisi le nom en référence au film Zulu qui raconte les luttes d'une tribu sud-africaine contre les colons anglais. La Zulu Nation est un mouvement pacifiste pour aider les jeunes des ghettos à chercher le positif dans leur quotidien difficile. Pour DJ Afrika Bambaataa, le hip-hop est un excellent moyen de stimuler la créativité des jeunes à travers la danse, le graffiti. Le rap est bien plus qu'un style de musique, il sera le parfait exutoire pour que la jeunesse des milieux pauvres fasse entendre leur voix. La culture hip-hop doit beaucoup à la Zulu Nation. Bon, en 2016, Afrika Bambaataa a dû démissionner de la Zulu Nation car il a été accusé d'abus sur mineurs. Gros dégueu. Brother, what's that? En plus de DJ Kool Herc et son groupe The Herculoid et Afrika Bambaataa, d'autres piliers du genre vont s'imposer comme Grandmaster Flash and the Furious Five, Disco Wise and Grandmaster Caz, le premier duo de DJ de l'histoire du hip-hop. Si jusqu'ici le hip-hop se démocratise et commence à gagner du terrain, c'est un accident qui va lui permettre de devenir encore plus grand. Il est 21h34, les New-Yorkais sont en train de cuire dans une canicule étouffante quand tout à coup, la foudre frappe 4 fois. On est le 13 juillet 1977 et pendant 25 longues heures, New York sera privé d'électricité car la foudre a touché des lignes électriques vitales de Con Edison. À Manhattan, on fait la fête dans les rues, on sort pour se retrouver autour d'un verre, manger la nourriture du frigo pour ne pas la gaspiller. Dans le Bronx, là où la pauvreté règne, les jeunes quittent leur quartier pour piller des boutiques voisines comme le magasin B&H, réputé pour son matériel musical de qualité. Ce soir-là, 1616 magasins seront pillés. D'ailleurs, on va battre le record du plus grand nombre d'arrestations dans l'histoire de New York avec 3700 personnes arrêtées. Il y aura aussi 1037 incendies enregistrés et 550 policiers blessés. Et là, tu dois te dire, ok, cool, mais quel rapport avec le hip-hop? Pendant la coupure d'électricité, beaucoup de magasins pillés ont été ceux d'électronique. Les gens ont sauté sur l'occasion d'avoir des platines et des sonos gratuitement. Disco Wise dira même, avant la coupure de courant, il n'y avait que 3 ou 4 groupes de hip-hop dans toute la ville. Après ça, il y en avait un à tous les coins de rue.
Cet événement a permis au hip-hop d'exploser et de devenir un véritable phénomène, car plus de jeunes ont pu produire leur musique avec des boucles rythmiques extraites de vinyle disco funk sur leurs sonos volés. Ils prennent l'électricité des lampadaires pour connecter leur matériel dans la rue ou les parcs du quartier. Vraiment, le hip-hop au début, c'était à la débrouillarde. Une musique créée à partir des moyens du bord, comme sampler des musiques existantes, car ils n'avaient pas les moyens de produire des beats eux-mêmes. Le hip-hop était là pour fuir, embellir ou dénoncer la pauvreté qui rongeait le quartier. Quand on voit ce que c'est devenu, on aurait tendance à oublier qu'à la base, c'est un art fait par les pauvres pour les pauvres. Qu'en penses-tu? Le hip-hop est-il devenu trop commercial ou reste-t-il fidèle à ses racines rebelles? Dis-le moi en commentaire. Mais je suis en train de m'égarer, revenons au Blackout de 1977. Donc Treacherous 3, pas facile à dire, Crush Crew, Fearless 4, Busy Bee et bien d'autres sont apparus après la coupure de courant. Et petit à petit, il y aura plus de MC que de DJ parce qu'il y a plus de crew. C'est comme ça que le hip-hop va enclencher sa deuxième phase, le commencement de sa conquête mondiale. Et le tout premier succès vient en 1979 avec le titre Rapper's Delight du groupe The Sugar Hill Gang. C'est le tout premier groupe à enregistrer un morceau. Les tout premiers à entrer dans le top 40 avec Rapper's Delight, qui est une reprise de la chanson disco funk Good Times de Chic. C'est aussi la toute première chanson de rap à être diffusée à la radio avec 10 millions d'exemplaires qui seront écoulés. Et merci à Sylvia Robinson, une chanteuse de R&B qui lors d'une soirée new-yorkaise en juin 1979 a vite compris que le rap avait un énorme potentiel. Sylvia veut absolument signer des rappeurs sur son label Sugar Hill Records, mais personne n'est chaud pour la rejoindre. En plus, rappelons-nous qu'à l'époque, le hip-hop ne se joue que dans les block parties, il n'y a pas d'enregistrement, tout se fait en live. C'est donc le fils de Sylvia Robinson, Joey, qui va signer Henry Jackson aka Big Bang Hank, Guy O'Brien, Master G et Michael Wright qui deviendra Wonder Mike pour former The Sugar Hill Gang en référence au nom du label. Si le son est un succès commercial, il va cependant s'attirer les foudres des rappeurs du Bronx qui vont accuser The Sugar Hill Gang de les plagier alors qu'ils sont inconnus dans le milieu. Mais personne ne peut nier que le trio a permis de mettre la lumière sur le hip-hop et a ouvert la voie à la première génération de rappeurs. Mais le hip-hop ne pouvait pas rester confiné aux routes du Bronx. Pour devenir un phénomène mondial, il lui fallait une plateforme pour toucher des millions de personnes, MTV. Et pourtant, au départ, MTV ne voulait pas diffuser des clips de rappeurs sur sa chaîne. Le rap était vu comme cette chose marginale, une chose qui ne concernait que les Afro-Américains et les Latinos du Bronx. Donc MTV s'est tourné vers la pop et le rock, où on y voyait et entendait surtout la reine Madonna et le roi Michael Jackson. Mais un featuring va faire changer d'avis toute l'industrie de la musique, celui du groupe Run DMC avec un autre groupe Aerosmith sur le son Walk This Way, une collaboration de rap et de rock qui va choquer tout le monde, c'était du jamais vu. Walk This Way a brisé des barrières et construit des carrières en étant un succès commercial et critique aussi énorme que le rap de Saitama. Ça a été une des premières fois qu'un clip de hip-hop recevait autant d'attention et ça a permis au rap d'être enfin pris au sérieux. Arrêtons-nous 2 secondes sur le groupe Run DMC avant de continuer sur le sujet MTV. Run DMC est un groupe qui a été formé en 1981 dans le Queens à New York. Évidemment, le berceau du rap, ça ne bouge pas pour l'instant. Joseph Run Simmons devenait un pasteur. Daryl DMC McDaniels et DJ Jam Master, qui nous a quittés en 2002, forment le groupe. Au début de leur histoire, Joe et Daryl donnaient des performances dans des soirées. Joe était le DJ et Daryl avait pour mission de rapper pendant 1 heure. C'est à l'université de LaGuardia Community College où ils étudient tous les deux qu'ils vont faire la rencontre du 3e membre Jason Mizell et que DJ Jam Master J. Leur tout premier single sera It's Like That, sorti en vinyle et deviendra l'hymne des B-Boys locaux. La phase B du vinyle, Sucker MCs, est pour beaucoup le premier rap hardcore de l'histoire. Russell Simmons, frère de Joe Run Simmons, forme Def Jam avec Rick Rubin et engage Run DMC pour Fresh Fest, la première tournée mondiale du rap. En 1985, sort leur 2e album King of Rock, certifié disque d'or seulement 5 mois après sa sortie. Un des paroliers de cet album n'est nul autre que LL Cool J, âgé de 16 ans, mais on reviendra sur ce personnage plus tard. King of Rock a bien fonctionné, leur 3e album Raising Hell en 1986 va faire 10 fois mieux. Il va se classer numéro 3 au Billboard 200 et vendre 3 millions de copies, ce qui en fera l'album le mieux vendu à cette époque et le premier album de rap certifié disque de platine. L'incroyable succès de Run DMC a prouvé que le rap pouvait prospérer en dehors des quartiers new-yorkais. Ce qui a fait la marque de fabrique du groupe, en plus de mélanger plusieurs genres musicaux, c'est d'offrir un rap différent de ce qui se faisait à cette époque, mais aussi leur style vestimentaire particulier. Ils portaient toujours des survêtements Adidas, ils ont d'ailleurs sorti une chanson appelée My Adidas, des baskets Adidas et des chaînes en or, un peu comme moi. Le single Walk This Way va faire d'eux des stars internationales et MTV va reconnaître leur tort. Le rap est une poule aux œufs d'or. La chaîne va donc lancer en 1988 Yo MTV Raps, l'émission de hip-hop la plus influente dans le monde. Elle sera animée par Fab Five Freddy, Ed Lover, puis Dr. Dre, non pas celui-là mais lui.
Grâce à YoMTV Raps, la culture hip-hop va être montrée à des personnes en dehors des communautés afro-américaines et latino. Donc les quartiers les plus aisés vont découvrir des grands artistes comme NWA, A Tribe Called Quest et le groupe le plus engagé du rap, Public Enemy. NWA, originaire de Compton, était composé de 7 artistes. Arabian Prince, DJ Yella, Dr. Dre, ou cette fois-là c'est bien ce bon docteur, Eazy-E, le seul qui n'est plus de ce monde et fondateur du groupe, Ice Cube, MC Ren. Oups, j'ai oublié DJ Yella, pardon. NWA, c'était l'opposé de Run DMC, dans le sens où ils ont subi énormément de controverses parce que leurs paroles étaient violentes, misogynes, accusées de glorifier le crime, les substances illicites. NWA, c'était du pur gangsta rap qui sera interdit dans de nombreuses stations de radio américaines. Ça ne va pas les empêcher de vendre 10 millions d'exemplaires aux États-Unis seulement et d'être un des plus grands groupes de l'histoire. Public Enemy est encore un autre groupe, mais vraiment les groupes ont été importants dans le succès du hip-hop. Donc Public Enemy, collectif d'activistes avec Chuck D et Flavor Flav, qui ont décidé en 1985 de se mettre ensemble. Leur particularité, c'est que comme NWA, ils ont un rap qui est très politique. Ils amènent le militantisme dans le rap mainstream, même si à la base, on se souvient que le rap, c'est une dénonciation du quotidien dans les ghettos. Public Enemy va rapidement devenir la tête d'affiche du rap engagé. Ils dénoncent l'injustice sociale, le racisme systémique, la violence policière, ils veulent éveiller les consciences et exprimer leur colère. Ce qu'ils vont faire avec brio dans leur chanson la plus populaire, Fight the Power, sorti en 1989. Le son sera la bande originale du film Do the Right Thing de Spike Lee. Très vite, la chanson devient l'hymne des communautés luttant contre l'oppression. D'ailleurs, le clip de la chanson a été tourné pendant une vraie protestation organisée par Spike Lee à Brooklyn. MTV va refuser de diffuser le clip de Fight the Power à cause des paroles révolutionnaires et trop politiques. Mais comme le son était très populaire, ils ont fini par le faire. YoMTV Raps prendra fin en 1995. Les artistes hip-hop sont désormais des stars au même titre que ceux de la pop ou du rock. Des rappeurs comme Tupac Shakur avec des succès comme California Love, Changes, All Eyes on Me et son plus grand rival Notorious B.I.G. qui nous a offert Juicy, Big Poppa sont devenus des légendes qu'on n'a même plus besoin de présenter, qui encore aujourd'hui continuent d'avoir un impact sur la pop culture. On a aussi Lil Kim. N'oublions pas s'il vous plaît Queen Bee, mais on reparlera d'elle plus tard. LL Cool J, cité plus haut, va aussi nourrir cette notoriété en étant le premier rappeur à performer en live dans MTV Unplugged en 1991. Il va vendre des millions d'albums, se classer dans le top 3 des charts et offrir un rap plus pop jugé comme trop commercial et matérialiste par la communauté hip-hop parce qu'il y avait trop de chansons d'amour dans ses albums. Le gars est un lover. Une nouvelle génération de rappeurs va apparaître et prendre ce qu'ont bâti leurs prédécesseurs et non pas construire une maison, non pas une villa, mais toute une ville. Une ville que vont agrandir des rappeurs comme Eminem, celui qui a divisé tout le milieu à cause du fait qu'il soit blanc. C'est aussi lui, le rappeur de Détroit, qui a vendu 60 millions d'albums, faisant de lui le rappeur avec le plus de ventes d'albums de tous les temps. Jay-Z, Ja Rule, qui a dû dire au revoir à sa grande carrière quand il est entré en clash avec 50 Cent. 50 Cent lui-même, Fat Joe, celui qui défraie la chronique ces derniers temps. P. Diddy, Nas, Snoop Dogg, Ludacris, Lil Wayne, DMX, Method Man, Exhibit, Busta Rhymes, ça en a tellement. Ça y est, nous y est. Le rap a officiellement quitté le Bronx, il est allé en Californie, Atlanta, fait le tour des États-Unis pour s'exporter dans le monde et créer des rappeurs un peu partout. Au breakdance au Japon, on fait des graffitis sur des murs en Allemagne et la France fait partie des pays où le hip-hop est accueilli comme l'enfant prodige. Le rap s'est d'abord infiltré dans les médias pour ensuite se répandre dans les banlieues et les quartiers défavorisés, bref dans la rue. La France a eu un scénario inverse. Le rap s'est introduit grâce aux médias qui ont vu l'énorme succès qu'il avait eu outre-Atlantique. Bernard Zécry organise le New York City Rap Tour en 1980 et fait découvrir le hip-hop au public français. TF1 propose à l'animateur radio Sydney, qui présentait Rapper Sniper sur Radio 7, de venir animer une émission hebdomadaire hip-hop diffusée en 1984. Sydney deviendra alors le premier animateur noir de France et son émission la première émission de télévision au monde consacrée au hip-hop. Et oui, bien avant YoMTV Raps. Hip-Hop accueillera Afrika Bambaataa, Sugar Hill Gang, mais TF1, pensant que le hip-hop était une mode qui allait aussi vite disparaître qu'elle est apparue, il déprogramme Hip-Hop en 1984. L'émission n'aura même pas duré une année. Finalement, l'histoire donnera tort à TF1. En parallèle, dans les rues parisiennes de la Chapelle, on organise des fêtes qui vont devenir des rassemblements pour faire découvrir ce nouveau phénomène ou juste kiffer. Des membres des groupes Assassin et NTM y participent. Il y a aussi des sessions open mic toutes les semaines au Bataclan de 1982 à 1983 et ensuite à Grange-en-Belle de 1983 à 1987, animé par DJ Chabin. C'est là que les futurs grands noms du rap vont faire leur début comme Lionel D, Destroyman. Le hip-hop à la française ressemble encore beaucoup à l'original. Il faudra attendre la fin des années 90 et les années 2000 pour que les rappeurs français développent la patte française. Le premier disque français sera Panam City Rapping par DJ D Nasty. Ce même DJ deviendra animateur radio avec celui qu'on considère comme le parrain du rap français, Lionel D, sur Radio Nova en 1988, où il invitera NTM, Assassin et MC Solar dans son émission
Dynastyle, où il y aura des freestyles, de l'ego trip, de la compétition entre rappeurs. D'ailleurs, Radio Nova est à la base une radio pirate créée en 1980 et qui va devenir une des premières radios à diffuser le rap français. En 1990, sort la toute première compilation de l'histoire du rap français, Rap Attitude, qui va faire plus de 100 000 ventes. Évidemment, ce succès va faire beaucoup d'intéressés et parmi eux se trouve la maison de disques Polydor qui signe MC Solar, de son vrai nom Claude Honoré Mbarali, un jeune artiste de région parisienne. En 1990, il sort son premier single Bouge de là, puis son album en 1991 qui sème le vent récolte le tempo qui s'écoule à 400 000 exemplaires et fera de MC Solar le rappeur le plus connu de cette époque. Il va aider à populariser le rap en France. Il y aura aussi Cool Chain et Joey Starr qui forment le groupe Supreme NTM, premier groupe avec IAM à connaître un gros succès. Joey Starr et Cool Chain ont commencé leur carrière comme danseurs, ensuite graffeurs, avant de devenir des rappeurs qui dénoncent la brutalité policière avec des paroles vulgaires et violentes qui vont leur causer des problèmes judiciaires avec les autorités françaises. Même les politiciens, ils vont s'y mettre et ils vont les critiquer. C'est des anarchistes, ça a toujours existé. Mais c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on attend aussi pour éteindre l'incendie? C'est-à-dire qu'à un moment... Bah oui. Quand je lis police, machine, décervelée, mandatée par la justice sur laquelle je pisse, c'est votre droit. Mais c'est aussi, je pense, le droit des Français qu'on représente. C'est aussi le droit des Français qu'on représente de ne pas le subventionner. Je sais pas, vous n'avez pas d'expérience. C'est en ayant cette attitude qu'on n'avance pas. Désolé, et moi, je crois que qu'est-ce qu'il faut faire? Mais attendez, mais moi, il faut donner du boulot. En aucun cas, moi, je vais amener une solution. Je suis désolé, quoi. Non, mais nous, je pense que c'est plutôt votre boulot. Mais nous, on est responsables. Moi, je fais des aides de proximité, monsieur. Alors, c'est quoi vos aides de proximité? Ben, on a des amis, on a des gens dans le quartier qui sont là et on est là, nous. Voilà, combien de thunes pour cela? C'est-à-dire? Ben, combien sur les compacts disques qui sont vendus? Attendez, combien vous en réinvestissez? Vous m'avez pris pour qui? Pour Mère Teresa? En tant que père de famille, je pense que je ferai en sorte que mes enfants n'aient pas trop vous écouter. En 1991, NTM sort son premier album Authentique qui va s'écouler à 90 000 exemplaires en seulement quelques mois. Ils seront les premiers rappeurs à remplir le Zénith de Paris le 24 janvier 1992 lors d'un concert encore considéré comme historique avec NTM, IAM et l'autre groupe qui a participé à la montée en puissance du rap. IAM, qui à la différence des autres artistes, ne vient pas de la région parisienne mais de Marseille. Le groupe est composé d'Akhenaton, Shuriken, Keops, Imhotep, Kefren et Freeman. Je danse le Mia va sortir en 1994 et se classer numéro 1 des hit parades pendant 8 semaines. En 1997 sort l'école du micro d'argent qui va leur faire remporter 2 victoires de la musique et être certifié disque de diamant. Et encore un autre groupe qu'il faut citer, c'est Neg Marron qui a toujours défendu la culture hip-hop et a été une cause de sa popularité en France. On a compris qu'avec ces millions d'albums vendus, ces récompenses, le hip-hop n'était pas du tout une mode qui allait disparaître, très loin de là. De plus en plus d'artistes vont émerger et faire connaître ce qu'on appelle le rap conscient, où on aborde des thèmes comme la pauvreté et autres problèmes de la vie au quartier. Parmi eux, il y a Assassin, Lunatic, Oxmo Puccino, La Rumeur. À la fin des années 90, c'est aussi l'émergence de groupes et de collectifs comme Arsenic, La Caution, le très grand Mafia Cafri, La Funky Family, Scred Connection. Le marché pour le rap en France est de plus en plus important, ce qui va permettre aux prochains rappeurs d'être encore plus connus, de vendre plus et de marquer encore plus grandement la culture populaire. L'autre grande nouveauté, c'est cette envie que vont avoir ces artistes de différencier complètement le rap français du rap américain, en véhiculant une autre image, en faisant des références à l'islam. Le rap français est en train de solidifier son identité, avec des rappeurs comme Rof, Booba, La Fouine, Dizzy Laplace, James, Psychiatre de la Rime, Cynic, Sefiu, Saleh, Sniper, Kerry James et tellement d'autres. Donc d'un côté, on va voir ceux qui sont plutôt dans le style Dirty South, rap gangsta avec Booba, La Fouine ou Rof. Avec eux, on est beaucoup dans le matérialisme, l'ego trip, très loin des textes sociaux et politiques de NTM ou IAM. C'est du rap qui vend 100% commercial et 100% assumé par ses artistes. Et d'un autre côté, on a, comme on le disait, le rap conscient qui prend de la place. Un rap plus proche de la rue qui se veut indépendant avec Kenny Arcana, Dizzy Laplace, Cynic. Ça va créer une scission dans le rap français comme aux États-Unis entre les uns qui reprochent aux autres de vouloir faire comme les Américains et les autres qui vont leur répondre qu'ils sont ringards et ne produisent pas de la qualité. Sachant qu'en plus, le rap est né aux États-Unis, donc ça paraît logique d'être influencé par eux. Parmi les artistes cités, on a Eli Yafa et qui est Booba, un des rappeurs français les plus connus qui, comme beaucoup de rappeurs, a commencé comme danseur, puis MC, maître des cérémonies, avant de rencontrer Ali avec qui il va former le groupe Lunatic. Son premier album solo, Temps Mort, en 2002 sera certifié disque d'or, de même que son deuxième album, Panthéon. Son album suivant, West Side, se classe numéro 1 du classement des meilleures ventes d'albums en France, et dessus, il a un featuring avec Akon. Vraiment, fallait être là, parce que Akon, à son prime, c'était quelque chose. C'est aussi de cet album que vient le son Bulbi, où pour écrire toute une vidéo sur Bulbi, quelle époque bénie. Mais bon, Booba, c'est aussi ce rappeur qui se clash avec la terre entière, NTM, MC Solar, IAM, mais aussi Cynic, Rof, La Fouine, alors que ces rappeurs-là, c'était la crème de la crème. On met les clashs dans un coin de la tête et on y reviendra plus tard dans la vidéo. Booba est d'ailleurs le 4e plus gros vendeur d'albums de l'histoire du rap français. Désormais, le rap français est dominé par de nouvelles têtes et le numéro 1 c'est Jul, qui est le rappeur qui a le plus vendu devant MC Solar.
PNL est un autre nom qui a fait beaucoup parler sur le sol français, mais aussi à l'international. Ils ont un marketing impeccable. Vraiment, moi qui suis dans le marketing, je les trouve très forts. Ils ne font quasiment jamais d'interviews. Ils annoncent leurs albums, vendent, font leurs concerts, ils disparaissent. PNL a aussi introduit le Trial Wave ou Cloud Rap avec des sonorités plus lentes et aériennes. Aujourd'hui, le rap français c'est Gims, Gazo, Chacola, Soul King, le toujours très bien habillé SCH. C'est moins de rap conscient, moins de gangsta rap et des sonorités différentes avec de l'afrobeat, de la drill. Le rap a une meilleure image, beaucoup plus mainstream, commercial et acceptable. C'est le genre musical qui se vend le mieux en France. D'après la SACEM, la France possède la culture hip-hop la plus active de l'Europe avec un marché hip-hop qui n'est dépassé que par celui des États-Unis. Pas mal, non? C'est français. Que ce soit aux États-Unis ou en France, personne ne peut nier l'impact que le rap a sur la pop culture. Le hip-hop s'est infiltré partout et a réussi à devenir incontournable. Il ne s'est pas limité à la musique, il a façonné l'apparence et le style d'une génération entière, influençant même les grandes marques de mode. Que ce soit sur les podiums ou dans la rue, le hip-hop a redéfini les codes vestimentaires et imposé son propre look. Désormais, on voit des rappeurs et rappeuses assister à des défilés de mode, on a aussi des collaborations entre rappeurs et maisons de luxe. Et une des pionnières dans tout ça, c'est Lil Kim, grande rappeuse dans les années 90 et ex-compagne de The Notorious B.I.G. qui ne la méritait clairement pas. Lil Kim a réussi à se faire connaître pour son talent, mais aussi pour son style iconique. Elle a redéfini les codes vestimentaires dans le rap féminin. Elle portait des vêtements hauts en couleur. Dans le clip Crush on You, en featuring avec Lil Sis, elle a accordé la couleur de ses perruques à celle de ses tenues. C'était la première à le faire. C'est elle le titan originel. Elle a collaboré avec des maisons de couture comme Giorgio Armani, Versace et Marc Jacobs. Je n'ai pas peur de le dire, mais sans Lil Kim, on n'aurait pas eu les rappeuses qu'on a aujourd'hui. Les rappeurs ont toujours célébré la mode dans leurs chansons, ça fait partie intégrante du hip-hop. Run DMC a une chanson nommée My Adidas. Les membres du groupe étaient toujours habillés avec des survêtements de la marque, des chaussures aussi de la marque, ce qui a donné naissance à la première collaboration entre une marque de sport, Adidas, et des artistes hip-hop, Run DMC. En 1992, le rappeur Maxwell Dixon a fait une dédicace à la marque Tommy Hilfiger. Le designer a par la suite déclaré à BBC Culture, il a donné son soutien à la marque et ça nous a donné de la crédibilité. Snoop Dogg a été le premier artiste à porter du Tommy Hilfiger à la télévision, mais personne n'a d'être ça comme la chanteuse Alia. Tommy Hilfiger était fier d'être porté par les artistes du milieu hip-hop, qui pour lui ont contribué fortement à la notoriété de sa marque. À la différence de Timberland, qui a voulu prendre ses distances alors que les rappeurs qui portaient beaucoup leurs chaussures ont influencé les gens à les acheter, comme Nas, avec qui la marque va finir par collaborer. Timberland a même sorti une paire pour fêter les 50 ans du hip-hop. La marque Lacoste n'a pas aimé le fait que le groupe Arsenic porte ses vêtements pour la couverture de leur album Quelques gouttes suffisent en 1998. Mais comme Timberland, elle va comprendre son erreur et collaborer en 2018 et 2019 avec deux rappeurs extrêmement problématiques. Arsenic devient enfin égérie Lacoste. On ne l'attendait plus, l'annonce est tombée ce mercredi 10 mai sur les réseaux de la marque. À l'occasion du 90e anniversaire de la marque, le duo de rappeurs légendaires d'Arsenic devient égérie Lacoste. Cette collaboration longtemps attendue par les fans est un signal fort envoyé par la marque au crocodile. C'est ce duo qui favorise la popularité des ensembles Lacoste dans les quartiers à l'époque de nos grands frères. Et oui. Jay-Z a co-créé une collection de montres avec Hublot. Central C, un rappeur anglais, a eu un partenariat avec Jacques Mu pour une de ses collections. Dior et Gucci ont collaboré avec A$AP Rocky ou Travis Scott, Future avec Lanvin. Pharrell Williams est devenu directeur artistique de Louis Vuitton pour les hommes. En France, c'est beaucoup plus timide, comme l'a dit Dindek, styliste des rappeurs. Paris, c'est la capitale de la mode, mais les maisons peinent à pleinement collaborer avec les rappeurs français. On a quand même Esprit Noir, qui a été le visage de Cartier et d'Hugo Boss, en plus d'Orelsan, devenu ambassadeur de Grigor. Selon Elena Romeo, spécialiste de la mode, ce qui explique cette attirance du hip-hop pour les maisons de luxe, c'est l'aspiration. Ça renvoie aux racines du hip-hop, où tellement de la mode luxueuse paraissait inatteignable et donc c'était un symbole de prestige. Et quand les rappeurs ne collaborent pas avec des marques existantes, ils créent la leur, comme Jay-Z avec Rocawear, Kanye West qui a connu le succès avec Yeezy. À l'époque, la mode du hip-hop est née par nécessité et créativité. Les gens ayant peu d'argent ont dû trouver des moyens innovants pour s'exprimer avec un mélange de streetwear, sportswear, des pantalons baggy, des t-shirts oversize, des baskets. Cependant, le streetwear a quitté les rues pour rejoindre les défilés de mode. Virgil Abloh, ex-directeur artistique de Louis Vuitton et fondateur de la marque Off-White, a été un des premiers à introduire le style hip-hop dans le milieu du luxe. Les stars du hip-hop sont des invités de prestige au Met Gala, un événement important dans le monde de la mode. Mais l'influence du hip-hop ne s'est pas arrêtée aux vêtements. Le cinéma a rapidement adopté cette culture. Que ce soit des rappeurs devenus acteurs comme Tupac qui a joué dans Poetic Justice auprès de la magnifique Janet Jackson, Will Smith a commencé en tant que rappeur sous le pseudo de The French Prince. C'est son rôle dans la série Le Prince de Bel-Air qui a lancé son incroyable carrière d'acteur.
Aujourd'hui, il est oscarisé et reconnu comme un des meilleurs. Il a joué dans iRobot, Je suis une légende, les cultissimes Men in Black, bref, c'est un crack. On a aussi Ice Cube, ancien membre de la NWA, Ice-T, Queen Latifah, qui m'a traumatisé avec son rôle de Cléo dans Le Prix à payer, très bon film que je recommande, LL Cool J, 50 Cent, DMX et même Eminem. En plus des rappeurs devenus des acteurs, on a aussi des films récompensés et devenus cultes qui retracent l'histoire du hip-hop et de ses artistes. Boys in the Hood, Get Rich or Die Trying, Notorious, All Eyes on Me, Menace to Society, New Jack City, Dope. Et le film qui a été un succès au box-office, qui a été nominé pour l'Oscar du meilleur scénario original, Straight Outta Compton, sorti en août 2015. Straight Outta Compton, c'est l'histoire du groupe NWA. Côté série, on a eu Empire avec une excellente première saison, mais le reste nul. Power, produite par 50 Cent, qui offre une représentation du milieu hip-hop. On a aussi des bandes-sons comme Lose Yourself pour le film 8 Mile d'Eminem qui a remporté l'Oscar de la meilleure bande originale. C'est la première fois qu'un morceau de rap a été récompensé et la seule d'ailleurs. Avant ça, il y a eu Gangsta Paradise du rappeur Coolio pour le film Esprit Rebelle. D'ailleurs, l'actrice principale du film, Michelle Pfeiffer, est dans le clip de la chanson. Il y a aussi la collaboration entre Lil Kim, Dabrat, Left Eye, Queen Latifah pour la chanson Not Tonight qui sera utilisée comme la bande originale du film Nothing to Lose en 1997. Plus récemment, Marvel a fait appel à Kendrick Lamar pour le film Black Panther, ce qui a donné naissance à All the Stars en featuring avec la chanteuse SZA. L'album officiel de Spider-Man Into the Spider-Verse est composé de rappeurs. La chanson clé du film Sunflower est une musique de rap, même si Post Malone a aujourd'hui changé de registre. Le hip-hop est aussi présent dans les jeux vidéo avec le jeu Def Jam Fight for New York, sorti en septembre 2004. On y trouve plusieurs rappeurs comme Lil Kim, Snoop Dogg, Method Man, Scarface, Ludacris, Redman, Fat Joe, franchement il y en a beaucoup. C'est un jeu de combat où on peut prendre le contrôle du monde souterrain du hip-hop. Un des jeux les plus populaires au monde, GTA San Andreas, s'inspire de la culture hip-hop. Snoop Dogg, Ice Spice, Eminem sont présents dans la nouvelle saison du jeu Fortnite. La compagnie a d'ailleurs organisé une grosse soirée de lancement avec des concerts de certains d'entre eux pour ça. Donc on peut voir que le hip-hop est aussi un outil puissant de marketing, surtout avec les réseaux sociaux qui ont fait des artistes, des influenceurs capables de tout vendre. Les rappeurs ne sont plus que de simples rappeurs, ce sont des hommes et des femmes d'affaires qui brassent des millions. Jay-Z est maintenant à la direction de l'événement du Super Bowl. On est quand même loin des débuts simples et compliqués du hip-hop. Mais derrière le succès retentissant et l'influence culturelle se cachent des controverses qui ont souvent terni l'image du genre. Il est temps de jeter un œil au côté plus sombre du mouvement. Violence, sexisme, misogynie, règlement de compte, il y a beaucoup à dire. Depuis que le rap est médiatisé, de nombreux journaux et politiciens se plaignent des paroles qui, selon eux, glorifient la violence. Le sexisme et la misogynie paraissent être l'ADN du rap où les femmes sont représentées comme des objets qui ne méritent ni amour ni respect. Même si, soyons honnêtes, 2 secondes, les autres genres musicaux ne valent pas mieux. De toute façon, où est-ce qu'on respecte les femmes? Pointez-moi du doigt. Où? Je vois pas. Ou à contrario, on reproche aux rappeuses d'en faire trop, comme Lil Kim qui a toujours été attaquée pour l'image qu'elle véhiculait. Their message should be a message that is beautiful. Music like what we just heard from Lil Kim is hurting the morality of our nation. Do you think it goes that far, really? We have a whole generation of children that are being wiped out from an AIDS epidemic. Why can't you sing music? You just can't blame. No, I'm not saying music, honey. I'm not saying just music. At least during certain times of the day, lyrics like are in Lil Kim's hardcore album, in my opinion, it would be against the law to air them. There are people who can tell you her songs and don't know their multiplication tables. Our priorities are in the wrong place. Les rappeurs ne respectent pas les femmes et les rappeuses sont des femmes qui ne se respectent pas. Vous savez quoi? À un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Des rappeuses, à l'opposé des Sexy Red et Lato qu'on peut voir, existent. Mais ni l'industrie, ni les médias ne vont les mettre en avant. Et même Megan Thee Stallion, quand elle propose des musiques différentes de son image sexy, ça ne va pas autant fonctionner que le reste. Il ne faut pas oublier que s'il y a de l'offre, c'est parce qu'il y a de la demande. Les artistes hip-hop sont des criminels, soit parce qu'ils l'ont été dans le passé, ou soit parce que pendant leur ascension vers la célébrité, ils se sont fait arrêter comme Bobby Shmurda, Suge Knight qui a été condamné à 28 ans de prison en 2015, Young Thug qui était en plein procès mais qui au final n'a pris que 15 ans de probation, voilà, Lil Durk qui risque de faire perpétuité lui par contre. En France, on a l'exemple de MHD ou encore Kobalade plus récemment pour ne citer que. Il y a aussi les bifs, des rivalités qui dégénèrent comme avec Booba contre Rof, Booba contre Caris. On se souvient tous de la grande bataille de l'aéroport d'Orly le 1er août 2018. C'était de la folie. La plus connue des rivalités, c'est celle de Tupac et Biggie qui s'est terminée par la disparition des 2 rappeurs. Un autre exemple qui brise le cœur, c'est les jeunes rappeurs de Jacksonville en Floride dont les rivalités finissent toujours de manière tragique.
Je vous invite à aller voir la vidéo de Seb Lafrite sur le sujet. Les femmes ne sont pas en reste. Nicki Minaj et Cardi B ont eu une altercation physique en 2018 pendant une soirée de la New York Fashion Week et elles continuent de s'insulter dans leurs chansons et sur les réseaux sociaux. Après, les beefs peuvent être aussi un très bon moyen de promouvoir un album. Ça a été le cas pour 50 Cent qui a défié Kanye West pour savoir lequel d'entre eux allait vendre le plus d'albums car leur album sortait la même semaine et c'est Kanye West qui a gagné. D'ailleurs, 50 Cent, c'est le roi du beef. Pendant son embrouille avec Ja Rule, il a acheté 200 tickets d'un concert de Ja Rule et il a ensuite posté sur Instagram une photo photoshopée de lui assis dans les tribunes de devant, vide, un vrai gamin. You had a beef with or have a beef with Ja Rule? It's an old school. That's an old. But I understand that. But I understand in October you did something to get back at Ja Rule. Yeah. And please tell the people what you did because this is quite. I bought like the first 4 rows in his concert. You bought the first 4 rows in his concert? Yeah, they was like on Groupon for $15. It wasn't a big deal. They were showing me the stuff on there, my sister and stuff, and I said, yo, they put concert tickets in? And I looked, and his tickets was there. I was like, how much are the tickets? $15. I said, okay, give me the first 4 rows. How many seats is that? It's got to be like 200 seats. It's done but like $3,000. So when he came out, there's nobody in the first 4 rows of his concert? You do not want to with you. On a aussi le problème des rappeurs contre les autorités. Certains sont sous surveillance policière. On a poursuivi en justice des artistes pour leurs paroles comme Orelsan, Sniper ou Youssoupha. Mais tout ça reflète une réalité pour ces artistes qui pour la plupart dénoncent leurs conditions de vie. Il ne faut pas oublier d'où vient le rap. Il est né comme un exutoire pour communiquer ce qui n'allait pas dans les quartiers défavorisés et malheureusement, la violence est parfois la seule chose que ces personnes ont connue. Donc, ils la transmettent dans leur musique. Par contre, de plus en plus de rappeurs appellent au calme et à promouvoir la paix, sachant que certains rappeurs comme Pop Smoke ont perdu la vie de façon violente. Donc on dénonce de plus en plus cette violence en voulant véhiculer une image différente et éloignée de tout ça. Des rappeurs comme Kendrick Lamar ont des paroles plus constantes et responsables à l'instar de Soprano en France. Bon, c'est marrant parce que le dernier hit de Kendrick Lamar, Not Like Us, c'est quand même un diss track de Drake où il le descend comme pas possible en lui disant clairement qu'il déteste tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente. Comme on l'a vu, le hip-hop en a parcouru du chemin depuis ses débuts dans les fêtes des quartiers du Bronx. Ce qui était de base une forme d'expression pour les jeunes marginalisés, c'est devenu un mouvement culturel mondial qui influence la mode, le cinéma et bien d'autres domaines de la pop culture. Les paroles violentes, les conflits, le sexisme et les tragédies qui ont touché certains de ses plus grands artistes, l'affaire P. Diddy, sont des vérités qu'on ne peut pas ignorer. Mais le hip-hop joue un rôle important et va continuer de le faire en donnant une voix aux opprimés et en soulevant des questions sociales importantes. Aujourd'hui, alors que le hip-hop est plus présent que jamais dans le monde entier, la question se pose, comment cette culture qui a toujours été un miroir de la société continuera-t-elle à évoluer face aux nouveaux défis et aux nouvelles générations? Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo, on n'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Donnez-moi votre avis par rapport à tout ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous pensez du hip-hop? Qu'est-ce que vous pensez de son évolution, de son histoire? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez des choses à nous apprendre? Ça se passe en commentaire, d'accord? On est gentil, poli, sage, on est entre nous, on est entre amis, il n'y a pas de problème. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, faites-moi savoir aussi en commentaire. Vous avez vu, tout se passe en commentaire. Abonnez-vous et à bientôt. Bye!